Ça fait un sacré travail, parce que au début, j'aimais pas ma voix. Ensuite, j'aimais pas, voilà, je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai un grand nez. Et puis, oh là là, mon menton, puis je suis pas bien habillée. Mon canapé, il est fripé. Il faudrait que je pense à mettre un joli fond, comme toutes ces youtubeuses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis en fait, les gens m'ont dit, mais Danae, on s'en moque un peu. Nous, on veut juste avoir ton retour d'expérience. Donc, que tu sois habillée en blanc, en noir ou en fuchsia, on s'en moque. Que t'aimes pas ta voix, bah, ça tombe bien, nous, on l'aime. Donc, voilà, enfin, il y avait vraiment cette notion de ouais, on passe à autre chose, quoi, et on s'accroche pas sur l'aspect négatif et plutôt essayer de se valoriser. Donc ça demande effectivement de prendre son temps et surtout d'être indulgent vraiment avec soi-même. Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite avec moi à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Je dois vous dire que quand j'ai commencé la chaîne YouTube, bien évidemment, j'ai regardé un petit peu ce que pouvaient faire les collègues psychologues pour proposer quelque chose de différent ou de complémentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, avec un très grand plaisir, les vidéos d'une collègue psychologue, Danae Holler. Danae est une professionnelle complète, formée à de nombreuses approches thérapeutiques. Elle prône une approche intégrative de l'exercice de la profession et elle dispense d'excellents conseils pour tous les aspirants psychologues. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, des combats qui lui tiennent à cœur. Elle nous parle également d'elle, avec beaucoup d'humanité et de sincérité. Et j'ai passé un excellent moment en sa compagnie. Je suis très heureux de pouvoir vous le proposer. L'enregistrement s'est fait en visioconférence pour cet épisode, ce qui pourrait se ressentir un peu sur la qualité audio, mais je n'ai nul doute que ça sera largement compensé par la qualité de cet invité. Donc je vous laisse découvrir ce bon moment en commençant par la question que j'ai posée à Danae sur son parcours. Alors, c'est exactement ça. C'est durant mes études, en fait, j'ai fait donc une orientation, on va dire, au niveau du bac un peu plus littéraire. Alors moi, j'étais vraiment dans le stéréotype du bac littéraire. Je ne sais pas si c'est encore des stéréotypes qu'on a dans dur, mais j'étais un peu la poète, la bohème. J'avais envie de faire changer les choses avec des grands textes. Et puis en fait, bon, la réalité, comme disait Lacan, le réel, c'est ce qui cogne et c'est ce qui fait mal. Je la suis pris en pleine poire pendant le bac. Mais en fait, j'avais déjà quand même cette notion un petit peu de m'intéresser aux émotions et notamment aux conséquences du stress sur le corps en général, puisqu'en fait, c'est en regardant mes notes de bac, parce que je suis en préparation d'une vidéo sur les commentaires assez méchants que les profs ont pu me faire et qui m'ont un peu happé, je dirais. Donc ça, c'est un petit teasing pour les prochaines vidéos qui vont sortir. En fait, en regardant mes bulletins de notes, je me suis souvenu que j'avais fait des TPE, donc qui sont des travaux pratiques encadrés. Alors, dans ma génération, je ne suis pas bien vieille, mais c'était globalement à la fin de la première pour passer en terminale et tout ce qui était finalement les points d'avance qu'on allait avoir pour avoir le Graal du baccalauréat. En fait, j'avais travaillé sur les conséquences de la Grande Guerre, donc du traumatisme de la guerre mondiale, sur l'expression artistique. Donc c'était vraiment déjà en lien sur comment est-ce que des traumatismes psychiques peuvent avoir, toujours avec le principe de la résilience, du coup une action positive lorsque l'on va transcender ça par une production artistique. Et je m'étais notamment beaucoup intéressée aux peintres autodix et du coup voilà tout ce qui était voilà, traumatisme et comment les artistes pouvaient exprimer ça. Donc j'avais quand même, on va dire, un orteil dans la psycho, et puis j'avais adoré faire ça. J'étais tombée évidemment sur des grands artistes et puis c'était vraiment top au niveau de ma culture perso, mais aussi et surtout j'avais découvert la psycho avec tous les théoriciens justement du psychotrauma. Alors c'était un peu lourd à ingérer quand on est en première et en terminale, mais mine de rien, je m'étais dit, waouh, ça peut orienter un futur projet professionnel. Et en fait, quand j'ai commencé à me poser la grande question de, après le bac, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, la psycho ou la sociologie était quand même dans mes top 3, on va dire, de choix. Le top idyllique, c'était d'être archéologue, mais j'y ferais peut-être une petite incursion. Finalement, les psys ont quand même une âme d'archéologue à aller un peu dénicher et déterrer pas mal de choses. Mais voilà, je me suis dit, on va rester dans ma Normandie natale. L'offre, je dirais, universitaire à Caen était à la fois importante, mais mine de rien, j'avais pas de quoi creuser en archéologie, donc je me suis plutôt tournée vers la psycho. Et donc, je suis arrivée du coup en licence
en n'ayant pas forcément l'idée effectivement d'être psychologue, mais en voulant quand même valider ma licence pour avoir un bon bagage sur la compréhension des processus psychiques, avoir quand même, je dirais, une solide théorie et pouvoir quand même me dire, avoir une licence de psycho, contrairement à ce qu'on pense, ça peut ouvrir bon nombre de portes et ça sera au moins un bac+3. Et ensuite, je pourrais avoir accès à d'autres concours, des réorientations, des passerelles, mais voilà, j'étais pas vissée sur l'idée de absolument être thérapeute ou psychologue. J'avais vu une vidéo sur ta chaîne YouTube dans laquelle tu disais que tu avais été surprise quand tu étais arrivée en licence de trouver certaines matières comme des stats, oui, et que ça c'était vraiment pas ta tasse de thé, clairement pas. Et que ça c'est quelque chose qui t'avait vraiment étonné lorsque tu avais débuté ces études. Alors absolument pas, et puis c'est surtout que je m'étais très très peu renseignée. Donc là, un premier conseil qu'on peut donner effectivement aux étudiants, c'est quand même bien de se renseigner sur le programme d'une licence de psychologie, pas que se dire allez, je vais regarder les 2-3 cours qui m'intéressent, mais quand même, voilà, si on est dans l'objectif de valider sa licence, c'est pas juste d'aller à la fac pour s'occuper, même si j'ai des amis qui sont devenus psychologues et qui ont au début été à la fac de psycho parce qu'ils se disaient c'est cool, je vais avoir 20 heures de cours et je vais pouvoir m'amuser à faire d'autres choses en même temps que les cours. Factuellement, il faut quand même un peu se renseigner sur le programme. Alors moi, évidemment, sortant d'un bac L, j'avais lâché l'affaire sur les statistiques et la biologie depuis belle lurette, et il a fallu quand même que je m'y mette énormément. J'ai rencontré de très grandes difficultés, notamment en deuxième année, où là, pour le coup, on rentrait dans le vif du sujet et on allait presque au-delà des statistiques, on faisait un peu de probabilité. En biologie, on voyait énormément de choses, alors que j'en avais un peu rien à faire, mais il fallait quand même avoir une bonne note pour passer. Et c'est surtout que là aussi, c'est important de s'investir dans les matières qui plaisent, mais c'est quand même important d'avoir la moyenne dans les matières qui nous intéressent un peu moins, parce que moi j'étais carrément à avoir des 17 et des 18 ou des notes un peu plus moyennes comme des 11 et des 12 dans les matières qui me plaisaient. Par contre, je me tapais des 0, 1, 2, 3 dans les stats et la bio, j'en avais rien à faire. Et au début, je me suis dit tant pis, de toute façon, du moment que j'ai 10, je passe en année supérieure. Mais quand on a commencé à me parler de la sélection qui de mon temps était à la fin du Master 1 pour rentrer en Master 2, j'ai vite compris qu'il allait quand même falloir avoir des bons résultats un peu partout, ou en tout cas une homogénéité dans mes résultats académiques. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu trop tardivement à mon goût. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, ok, j'ai le droit de ne pas aimer une matière, ok, je peux me taper une gamelle sans pour autant que ça ait des répercussions dramatiques. Il n'en reste quand même que c'est important d'avoir quand même une bonne moyenne pour être sûr qu'au moment de la sélection, si on souhaite devenir psychologue et donc rentrer en master, on ne vienne pas nous taper sur les doigts sur le dossier purement académique, même si encore une fois les notes ne font pas tout et qu'on peut avoir des notes moyennes et être un excellent thérapeute. J'insiste toujours là-dessus. Et quand tu dis que tu t'en es rendu compte un petit peu trop tard, c'est parce qu'ensuite tu as regretté ? Complètement. C'est surtout que donc je n'ai pas validé le deuxième semestre de ma deuxième année de psychologie. Je suis passée finalement grâce à la validation de mon premier semestre, donc tout juste, et j'ai pu passer ce qu'on appelle AJAC, c'est-à-dire que globalement j'ai pu passer en L3 en ayant des cours de L2 à rattraper. Donc j'étais toute contente puisque je continuais globalement à progresser dans mes études et je rentrais en L3, sauf que la L3 c'est un sacré morceau et que je devais en plus avoir des notes à passer en L2. Donc si c'était à refaire, je pense que je dirais non à ce passage en troisième année et je globalement prendrais une année un petit peu plus cool pour faire du coup, je dirais ma L2 vraiment au stade de L2 et pas avoir à rattraper tout ça avec la L3. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai validé quand j'étais en L3 les matières qui me restaient à faire en deuxième année, mais je n'ai absolument pas validé correctement ma troisième année et donc j'ai dû faire ma troisième année en 2 ans. Et ça m'a donné l'opportunité notamment de bien travailler mon TER, qui est donc un travail d'étude et de recherche très important pour la sélection en master. C'est le premier pied globalement dans la rédaction d'un projet de recherche, mise en place d'une étude. Et j'ai eu l'occasion de faire énormément de stages. Et ça, c'est vraiment important aussi. Et c'est globalement durant ma L3 que je me suis dit, ça y est, je veux être psychologue, en découvrant notamment tout le métier de neuropsychologue en EHPAD, également toute la psychologie clinique à l'hôpital. Donc c'est vraiment grâce au stage et pas du tout grâce au cours à la fac que je me suis dit, je veux absolument être psychologue clinicienne et psychothérapeute. En fait, c'est à partir de la L3 que tu as vraiment commencé à découvrir ce qu'était le métier de psychologue. Complètement. Et est-ce que tu te souviens d'un moment significatif ou d'instants dans lesquels tu t'es dit « Oui, c'est exactement ça que je veux faire, c'est le métier qui est fait pour moi ».
Alors, au début, ça a été finalement de découvrir ce que je ne voulais pas faire, puisque j'ai fait un long stage. En L3, ça représentait à peu près 100 heures, ce qui est assez significatif quand on n'a jamais fait de stage, mine de rien. Et puis, encore une fois, c'est voilà, la chance que j'ai pu avoir de faire un stage long, puisque des fois, il y a des universités qui n'acceptent soit pas les stages, soit sont des stages plutôt découvertes assez courts. Et en fait, j'ai fait ce stage de 100 heures dans un EHPAD. Et au début, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, la gériatrie, je véhiculais aussi énormément de stéréotypes autour de ça. J'aimais pas les vieux, ça m'intéressait pas. Pour moi, ça allait être un mouroir, etc. Finalement, j'ai été agréablement surprise de découvrir une structure qui fonctionnait bien. Et évidemment, je n'étais pas assez encore formée pour comprendre toute la dynamique institutionnelle, mais ça me permettait quand même de voir les enjeux de la place du psy, le rôle, les missions, etc. Et puis, je me suis surtout dit, oh là là, mon Dieu, la neuropsychologie, moi, j'étais restée avec cette idée de faire passer des tests, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, il y avait aussi cette notion de le public de vieillissant, dément, ne m'intéresse absolument pas. Donc, globalement, dès le début, ça m'a permis finalement d'affiner mon projet professionnel et de me dire, je ne veux pas m'orienter vers de la neuropsycho et je ne veux absolument pas accompagner les personnes âgées. Alors, on y reviendra, j'ai fait tout le contraire, mais bon, globalement, à ma L3, c'était un peu comme ça que j'imaginais les choses. Il s'avère que j'ai donc fait l'ensemble de mon cursus universitaire à Caen, qui est une fac plutôt orientée psychanalyse, notamment le master clinique, que je vais pouvoir un petit peu plus expliciter, qui est très orienté psychanalyse freudienne, et globalement, je ne connaissais que ça. C'est-à-dire que pour moi, la psychologie, c'était Freud. Avec certes quand même des ouvertures d'esprit tournées vers la psychologie cognitive, le développement et la psychologie de l'éducation, mais on restait quand même sur des apports théoriques essentiellement freudiens. Et donc moi, j'étais vraiment dans cette optique de tous les psys, ils ont comme, je dirais, ancrage théorique, Freud ou Lacan. J'avais des vagues échos de mes amis de Rennes qui me disaient « Ah non, nous, c'est pas Freud, c'est Lacan ». Mais globalement, j'étais vraiment là-dessus. Et puis, je me rendais compte sur le terrain, en fait, qu'il y avait des psychologues qui, de temps en temps, utilisaient l'hypnose. Je me disais « Mince, c'est quoi l'hypnose ?» Je découvrais par bride, en fait, d'autres pratiques. Et je me disais « Mince, c'est pas ce qu'on apprend à la fac ». Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur, quand j'ai commencé à bien bosser la sélection, une fois que je suis rentrée en Master 1, parce que pour rappel, c'était à la fin du M1 pour rentrer en M2. Là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un stage dans une autre ville que ma ville étudiante. Il faut que j'aille voir ailleurs pour comprendre comment les psychologues travaillent en dehors de la petite ville de Normandie de Caen. Et là, par contre, ça a été une énorme claque parce que pour le coup, j'ai découvert finalement une façon de faire en totale opposition avec le contexte théorique dans lequel j'avais baigné depuis ma L1. Donc, pendant 3 ans, j'avais été biberonnée à Freud et là, je découvrais non seulement des gens qui étaient contre la psychanalyse, mais aussi qui étaient formés à des choses où si je l'évoquais à la fac, on me tapait sur les doigts. C'est-à-dire qu'en supervision de stage, quand je disais « oui, ma psy, elle fait des protocoles TCC sur 10 séances. On a traité un trauma avec une 15aine de séances EMDR », là, ma prof me regardait et me fusillait du regard en me disant « Mais tu sors de là !» Voilà, c'était presque un gros mot, effectivement, d'évoquer ça. Et à la fois, c'était au début un peu... j'étais assez décontenancée, mais mine de rien, je me suis dit, OK, du coup, Danae, tu as envie d'être super intégrative dans ta pratique, tu auras toujours un ancrage théorique assez psychanalytique, puisque moi, j'ai appris finalement toute cette symptomatologie, plein de contextes en lien avec la psychologie freudienne, mais mine de rien, j'ai aussi envie, de façon intégrative, de me former à d'autres prises en charge. Et ça, je pense qu'on y reviendra, mais j'ai, à mon sens, pas mal rempli le cahier des charges parce que j'ai eu un bon syndrome de l'imposteur qui m'a largement poussé à me former à tout ce qui était possible de se former post-master. Donc là, voilà, j'ai un peu levé le pied actuellement, mais mine de rien, j'ai eu pas mal de cordes à mon arc qui sont venues, je dirais, me développer dans ma pratique. Et alors, tu as levé le pied parce que le syndrome de l'imposteur t'a quitté au bout d'un moment ? Alors, je me suis surtout rendu compte que se former, ça n'enlève pas du tout le syndrome de l'imposteur, voire pire. Et donc, ça fait un bon trou à son porte-monnaie, mais mine de rien, ça vient pas remplir, on va dire, à l'intérieur de soi ce qu'on peut avoir comme illégitimité, etc. Ce qui aide avant tout à se sentir légitime, c'est certes de pratiquer, mais c'est aussi d'être supervisé, d'animer ou de co-animer, même, je dirais, de faire partie de groupes d'intervision où on échange avec les psychologues. Et ça, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la sélection en master qui est venue la creuser, puisqu'en fait, je ne me sentais absolument pas légitime à être sélectionnée. Certes, j'avais envie de poursuivre mes études, mais quand je voyais mes amis
de promo qui travaillaient du soir au matin, qui avaient des excellentes moyennes, un projet construit, qui n'ont pas été sélectionnés, alors que moi, petite étudiante à 11,5 de moyenne, pourquoi être psychologue? C'est souvent une question qu'on m'a posée, et moi, j'en ai jamais rien su de pourquoi je voulais être psychologue. Enfin, c'était tellement quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est je dirais, progressivement construit, que je me suis pas levée un matin en me disant ça y est, je veux sauver la terre entière de tous les psychotraumas, etc. Voilà, je n'étais pas du tout dans ce syndrome du sauveur ou de l'accompagnement à fond pour une personne. J'étais plutôt dans la curiosité de la compréhension du psychisme humain, de pouvoir certes apporter quelques solutions, parce que moi je fais partie de ces psys qui osent donner des conseils et qui, quand on leur pose une question, répondent très clairement en disant c'est pas simple la situation dans laquelle vous êtes. Voilà ce qu'on peut essayer ensemble de proposer, mais j'étais absolument pas ni dans cet aspect coach, voilà ce qu'il faut faire, ni dans ce côté on répond pas finalement et très axé sur la parole du sujet plutôt que soi-même évoquer potentiellement des propositions, des suggestions. Là encore, ça a été compliqué et c'est ça qui me dit mais où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis légitime finalement à la sortie de mon diplôme à accompagner la souffrance psychique d'autrui? Donc ça a été quelque chose de très très compliqué et donc du coup une fois mon master en poche, je me suis, à mon sens, un peu trop formée rapidement. Donc du coup, quand tu as fini ton cursus de formation initiale en psychologie, tu as fait plusieurs autres formations annexes. Lesquelles tu as fait et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Comment est-ce que tu les as découvertes? Alors en fait, j'ai découvert déjà ces outils thérapeutiques sur mes lieux de stage, puisque comme je l'ai évoqué, j'ai vraiment eu à cœur rapidement de diversifier un petit peu mes lieux d'intervention. Et donc du coup, j'ai fait tous mes stages à Paris. Et dès le début, comme je m'intéressais effectivement au psychotrauma, alors c'était très compliqué de trouver des stages pile dans des instituts de victimologie, etc. Donc du coup, je suis plutôt allée à l'hôpital, dans des services en fait du coup, de cancérologie, de maladies chroniques, de douleurs chroniques également. Donc ça m'a ouvert vraiment dans le domaine et dans le champ du somatique les yeux sur tout un tas de prises en charge. Et donc c'est pour ça que très rapidement, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui permet d'accompagner les psychotraumas? Qu'est-ce qui est validé scientifiquement aussi pour avoir là, encore une fois, une légitimité? Il fallait absolument que j'ai des outils qui soient validés scientifiquement, sinon je ne tenais pas la route dans ma petite tête de jeune diplômée. Donc du coup, vraiment, même, j'avais fait des recherches en amont de mon diplôme, c'est-à-dire que j'ai été diplômée en juillet 2018. Je me souviens, j'ai regardé il n'y a pas longtemps les premiers mails aux instituts de formation que j'avais pu faire. Globalement, dès avril-mai 2018, j'avais déjà dit, mais je veux m'inscrire dès août, en fait. Et je me souviens que les instituts de formation m'avaient dit, mais pas de souci, déjà, il y a de la place, et puis prenez le temps, profitez de votre été, vous n'avez pas encore votre diplôme, attendez un peu. Et moi, j'étais là, mais limite, je signe le chèque, c'est bon, prenez-moi, je veux commencer le 1er septembre, un diplôme universitaire, une formation, etc. Et donc, du coup, j'ai trouvé mon premier poste juste avant d'être diplômée sur mon ancien lieu de stage. Du coup, ils m'ont fait une proposition qui était une proposition très clairement ahurissante, puisqu'en fait, j'étais dans des conditions dramatiques. On me demandait d'être au -4, donc c'était au 4e sous-sol d'un hôpital atroce à Paris, où il fallait que je cote des données scientifiques sur une étude que j'avais menée pendant mon Master 2, en fait. Donc je ne voyais aucun patient, j'étais dans un sous-sol pendant tout le mois de juillet, août et septembre, à globalement passer mon temps à faire des tableurs Excel et du coup à, je dirais, poser des pseudo-diagnostics ou des hypothèses diagnostiques sur le fonctionnement des patients que je ne rencontrais même pas. Donc niveau éthique déjà moyen, et puis deuxièmement, c'était pas du tout ce pourquoi j'allais signer. Donc rapidement, j'ai quand même au mois de septembre dit c'est bon, on va peut-être arrêter un peu. En plus, j'étais même pas sur un contrat de travail, j'étais en auto-entrepreneur, donc j'ai pu rapidement dire merci, au revoir et à jamais. Et du coup, j'ai commencé à chercher un emploi et j'ai trouvé un CDD à mi-temps de remplacement dans un EHPAD, d'où le fait que la boucle était bouclée. Entre moi qui avais détesté accompagner les personnes âgées, je me suis dit plus jamais. J'ai passé 2 ans, les 2 plus belles années professionnelles, à du coup accompagner des résidents dans un super EHPAD. Ça s'est, à mon sens, extrêmement bien passé et où j'ai pu mettre en place énormément de projets. Et en même temps, du coup, j'ai développé, je dirais, une partie de mon activité professionnelle que j'ai toujours à l'heure actuelle, qui est le libéral, puisqu'en fait, j'ai eu une belle occasion. Dès mon diplôme en poche, je me suis dit, c'est bon, certes, je vais avoir des outils qui vont se développer, mais moi, j'ai envie d'avoir de la clinique pure, de pas être dans les flots brimballés par la dynamique institutionnelle. J'ai envie d'avoir mon propre cabinet. Et du coup, j'ai aussi ouvert à mi-temps mon cabinet, ce qui faisait que j'étais bien occupée. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai effectivement, comme tu l'as évoqué, fait beaucoup de formations
j'ai du coup fait un diplôme universitaire, donc dès la première année, en septembre 2018, j'ai fait un diplôme universitaire en prise en charge de la douleur et des maladies chroniques. Donc là, c'était vraiment pour me spécialiser et me légitimer dans l'intervention et l'accompagnement de ce type de public. En parallèle de ça, j'ai fait le niveau 1 et le niveau 2 en EMDR. Et puis évidemment aussi, parce que sinon c'est pas amusant, j'ai mes 203, j'ai commencé un diplôme universitaire sur 3 ans en hypnose. Et puis alors pour moi ça me suffisait pas, puisque entre-temps j'ai aussi fait des formations en relaxation, en méditation, j'étais vraiment axée sur le psychocorporel. Et puis c'est surtout que globalement j'avais envie de m'occuper, parce que dès que j'arrêtais de faire des formations ou de bosser, mon syndrome de l'imposteur il remontait de mais tu te formes pas assez, mon Dieu tu te rends compte, Danaé, t'accompagnes énormément de souffrance alors que tu es toute jeune, mais il faut absolument que tu aies des outils concrets. Et globalement, j'avais l'impression que si j'avais pas, comme au Club Med, 25 activités à proposer aux patients que j'accompagnais, ils allaient pas savoir quoi faire et j'allais pas savoir comment les accompagner. Ce qui est complètement débile. Alors là, vraiment, ne faites jamais ça. C'est stupide de faire ça, bien au contraire. Ça permet en fait d'avoir énormément de doutes sur quoi proposer, parce qu'au moins quand on est dûment formé à un outil thérapeutique avec un courant théorique, etc., et ben on reste dans cette lignée et la personne qui vient vous voir, elle vient certainement aussi vous voir pour ça. Alors que quand vous arrivez en disant, alors ok, vous avez un trouble anxieux, je vais pouvoir vous proposer 4 séances d'hypnose, 3 séances de MDR, 2 séances de relaxation, plus de temps en temps, on fera de la méditation, etc. La personne, elle dit, wow, en fait, je n'ai pas demandé ça. Moi, avant tout, je viens pour un espace de parole. Oui, en substance, les personnes arrivent avec un problème qui les occupe et elles souhaitent qu'on les accompagne à la résolution de ce problème, mais peu importe les techniques qu'on emploie, a priori, quoi. Et est-ce que tu pourrais définir pour les personnes qui nous écoutent mais qui ne savent pas ce que c'est l'acronyme EMDR ? Oui. C'est vraiment une technique qui permet de se libérer et de digérer des événements traumatiques de son passé. Et donc vraiment, on passe par finalement la digestion du corps et des émotions pour qu'au présent, ce soit beaucoup moins lourd. Si ça intéresse les différentes personnes, vous pouvez vous renseigner notamment sur l'Institut français EMDR, qui est l'institut de formation vers lequel je me suis tournée. Et c'est vraiment des outils qui s'inscrivent dans la prise en charge des psychotraumatismes de l'individu. Et j'imagine que les gens peuvent aussi trouver des vidéos sur ta chaîne qui traitent de ce sujet-là ? Tout à fait. J'ai fait une vidéo récemment justement sur la façon dont je pratiquais le MDR, alors qui est une façon, je dirais, assez universelle, puisqu'on suit un protocole scientifique, donc on évite de s'écarter de ce rail-là, et on s'approprie aussi certaines techniques pour proposer du coup des choses différentes également. Et tu fais partie de ces gens qui se sont lancés finalement assez rapidement après la fin des études dans l'exercice de la profession en libéral, oui. Et peut-être qu'on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vu par une partie de nos collègues qui sont déjà installés eux-mêmes en libéral et qui pourraient dire que parfois il faut avoir une longue pratique institutionnelle ou qu'il faut attendre avant de se lancer. Qu'est-ce que tu en penses toi et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi à toutes ces personnes qui se forment et qui sont attirées par l'exercice de la profession libérale et qui pourraient être un peu désarçonnées ou qui pourraient être démotivées en entendant ce genre de discours? Oui. Oui, alors complètement. Alors l'idée et mon conseil, au début j'avais essayé de chercher une jolie phrase à conseiller, mais je vais rester comme je suis, assez naturelle et spontanée, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit à la fac. Parce que moi, à la fac, pendant 5 ans, on m'a dit que c'était interdit, les mots ont été prononcés, que c'était interdit de s'installer en libéral quand on était jeune diplômé, et non pas le fameux jeune diplômé où on ne l'est plus au bout de 3 ans, ce qui veut d'ailleurs strictement rien dire, mais pour le coup jeune diplômé, c'est-à-dire 10 ans, c'est-à-dire qu'il fallait avoir vécu toutes les expériences possibles en institution, même si ça ne nous plaisait pas, pour avoir un peu vulgairement de la bouteille, et ensuite avoir potentiellement la légitimité d'ouvrir un petit temps de cabinet, mais voilà. Et donc pour le coup, grâce au stage que j'ai fait, les professionnels qui me tutoraient, pour le coup, elles étaient aussi en activité en libéral. Et donc elles me parlaient avec des yeux pétillants de leur activité en libéral, et un jour, il y a une des psys qui m'a dit, mais si tu veux, après ta journée de stage ici à l'hôpital, viens avec moi, et puis je vais te montrer mon cabinet, et si tu veux, écoute, avec l'accord d'une patiente, on va signer un petit papier, effectivement, et tu pourras assister de façon, c'était assez informel et un peu à la sauvage, à une consultation. Donc moi, j'ai totalement refusé au début, j'avais trop peur. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est les cabinets des psys? Moi, j'ai ma psy et je vois effectivement comment elle travaille, jamais il y aurait une stagiaire. Et donc, du coup, j'ai quand même signé une petite convention
avec elle pour venir quelques heures du coup à son cabinet, donc pour que ce soit un petit peu plus officiel. Et en fait, là, il y a un monde à nouveau qui s'est ouvert à moi et je me suis dit, mais c'est tellement ça que je veux faire. En fait, je veux vraiment, c'était un désir puissant, avoir un cabinet, travailler en autonomie, en indépendance, voilà, sans personne au-dessus de moi, d'avoir des comptes à rendre à personne. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, j'ai toujours eu un petit souci avec l'autorité. Je me suis souvent construite en opposition. Donc, quand les profs me disaient non, dans ma tête, j'étais là, bon, d'accord, je vais effectivement la boucler sur ce sujet et dire que oui, j'ai trouvé un poste en institution, ce qui était effectivement vrai, puisque j'avais voilà, une proposition et une offre d'emploi, mon diplôme en poche, mais mine de rien, que nenni, dès que j'ai vu une super annonce d'un joli cabinet qui recherchait un psychologue à 500 mètres de mon domicile parisien, j'ai clairement sauté sur l'occasion. Et donc, ça a été une superbe opportunité et qui m'a ouvert effectivement énormément de choses. Donc, mon conseil, c'est vraiment n'écoutez personne, écoutez-vous vraiment. Et c'est très, très important. Si vous sentez à un moment donné que vous avez l'âme d'entreprendre, envie de vous lancer, etc., il ne faut pas hésiter. Ne voyez au début pas, je dirais, tous les inconvénients que certains peuvent mettre en avant, comme le fait qu'on est seul, qu'il y a de l'administratif. Lancez-vous avec un simple statut auto-entrepreneur qui est globalement en quelques clics faisable sur Internet. Au début, si vous avez crainte d'avoir des charges, de devoir dépenser de l'argent, pourquoi pas se laisser le temps en développant son activité en téléconsultation, ça a largement le vent en poupe de développer son activité en ligne. Et puis effectivement, au début, de se dire peut-être une journée, le samedi fonctionne très bien, et puis ensuite de se dire, voilà, est-ce que je peux faire une soirée ou un mercredi, qui sont des moments où effectivement les patients vont être plutôt disponibles. Et puis encore une fois, de se lancer. Et si à un moment donné, ça ne vous convient pas, rien ne vous empêche de rétro-pédaler pour aller prendre un autre chemin et pourquoi pas développer une activité en institution. Il n'y a aucun souci. Enfin, il y a plein de professionnels que j'accompagne en supervision, où on travaille justement sur, ça y est, j'ai le projet d'être en libéral et enfin je me lance. Et c'est toujours la question de, est-ce que je lâche institutionnel, est-ce que je m'installe à 100%, comment je développe mon activité, par quels moyens effectivement je vais me faire connaître. Et tout ça, ce sont des choses à travailler, je dirais, en one-to-one avec un professionnel aussi qui peut vous accompagner. La supervision en libéral, alors déjà en institution, c'est crucial, mais alors en libéral, vous ne pouvez pas faire sans. Ça, c'est vraiment hyper important d'être accompagné, d'avoir soi-même aussi un espace de parole pour évoquer des difficultés professionnelles, d'avoir aussi, à mon sens, son suivi psy en parallèle, qui sont deux espaces complètement différents. Moi, j'aime bien les délimiter, c'est-à-dire que mon psychologue n'est pas mon superviseur, mais c'est un choix propre à chacun et à mon sens, encore une fois, chacun doit y trouver sens, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il faut que ce soit une façon qui vous corresponde, mais l'idée, c'est aussi d'être accompagné pour accompagner les autres. Il y a quelque chose qui me revient de ton discours et que je trouve intéressant, c'est que toi, quand tu t'es lancé dans les études de psycho à la fac, tu n'y as pas été pour aller traiter quelque chose de personnel, quoi. Pas que ce soit quelque chose de problématique d'aller en fac de psycho pour se renseigner, pour pouvoir aussi se donner des billes dans notre vie de tous les jours, dans notre existence, dans notre famille, pour pouvoir comprendre. Mais toi, en tout cas, c'était pas du tout ta motivation intrinsèque. Tu y allais pour d'autres raisons. Et je me demande comment est-ce que ça, c'est une force pour toi. Qu'est-ce que tu en fais dans l'exercice de ta profession et notamment libérale? Tout à fait. Puis c'est surtout que j'ai un mantra qui est extrêmement puissant, c'est « à l'impossible, nul n'est tenu ». C'est-à-dire que globalement, quand la personne arrive, elle peut être en souffrance ultime. Nous ne sommes pas la personne qui allons la sauver. C'est elle-même, par l'accompagnement de plusieurs professionnels, et alors là, j'insiste vraiment là-dessus, quand on est en libéral, on imagine souvent qu'on est seul. Ben non, il y a tout un maillage territorial à faire. L'idée, c'est aussi de se construire tout un réseau de professionnels en qui on a confiance pour se dire, OK, il y a 4 psychiatres avec qui je peux bosser. Il y a 5 médecins généralistes, ils sont top. Il y a des kinés, des ostéos, des infirmières. Vu effectivement le domaine dans lequel je suis, notamment sur la douleur et les maladies chroniques, je travaille énormément avec le milieu médical, mais ça va exactement dans le sens. Idem s'il y a par exemple un psychologue qui va être plutôt spécialisé dans la prise en charge de la petite enfance, dans la parentalité, dans les troubles neurodéveloppementaux, etc. C'est hyper important d'être vraiment inscrite dans une dimension de communication, de partage avec les différents professionnels. On n'est jamais seul à accompagner la souffrance psychique de quelqu'un. Enfin, c'est beaucoup trop lourd. Et puis encore une fois, je ne crois pas que ce soit notre mission et notre rôle de porter sur nos épaules les difficultés des personnes qui viennent sonner à la porte de notre cabinet.
Alors, sur la notion de demande qui est effectivement très brute, moi, c'est ce que j'adore et c'est ce que je trouve extrêmement stimulant. Alors, il y a quand même aussi un filtre, notamment puisque moi, je suis présente sur la plateforme de prise de rendez-vous de Doctolib. Donc, les gens ont quand même accès à mes domaines d'expertise, qui sont effectivement le psychotrauma. C'est écrit globalement, je dirais, les outils que j'utilise. Donc, généralement, les personnes viennent pour ça. Mais il existe aussi des personnes qui n'en ont rien à faire de savoir l'expertise, qui se disent, c'est Danae qui a une dispo tel jour à l'horaire qui me plaît, etc. Et j'y vais. Mais c'est super stimulant. Et souvent, les psychologues qui, du coup, hésitent à se dire, la personne que je vais rencontrer, je vais pas savoir pourquoi elle vient, je ne sais rien d'elle, etc. Du coup, je vais peut-être lui faire perdre du temps si je suis pas la personne à même de l'accompagner, etc. Mais en réalité, pas du tout. Il y a tout un travail, effectivement, j'appelle ça moi le débroussaillage. Alors c'est peut-être un petit peu maladroit, mais globalement ça parle à tout le monde. C'est que la personne elle arrive avec globalement une demande, mais qui peut être très générale, et ensemble on va faire émerger cette demande-là. On va être aussi fort de propositions en disant écoutez, vu la situation, imaginons financière dans laquelle vous êtes et administrative, ça peut être important d'avoir effectivement une assistante sociale qui soit mise dans la boucle. Là vous m'évoquez une grande fatigue, imaginons des douleurs dans le corps, ça peut être intéressant que votre médecin traitant fasse un bilan sanguin, par exemple. On peut être complètement aussi, à mon sens, dans ce côté de de coordonner la prise en charge de la personne, et ça c'est hyper important de lui proposer aussi ce type de choses. Alors il y a des psychologues qui jouent le jeu, d'autres non, mais encore une fois il faut que ça trouve écho aux thérapeutes qui accompagnent. Moi j'ai plein de collègues qui me disent non, moi la personne elle vient pour de l'angoisse, je traite l'angoisse, et qu'elle ait des difficultés financières ou une douleur quelque part, si elle me l'évoque peu ou pas, ou que c'est pas sur de long stable, je ne le travaille pas. Et c'est complètement OK. Encore une fois, il faut que ça trouve sens à la personnalité du thérapeute. Moi, j'ai tendance à voir la personne dans une globalité, et quand elle me dit qu'elle est anxieuse, il n'y a peut-être pas que une chose qui la rend anxieuse. Et l'idée, c'est d'essayer de voir un peu le millefeuille de l'anxiété et de ce qui vient déclencher, et je dirais carrément augmenter cette angoisse au présent, tout en travaillant sur la ligne du temps, en ayant voyagé dans le passé. Ça, c'est avec des outils comme l'hypnose et le MDR que je le fais. Et puis également dans le futur, avec des déterminations d'objectifs qu'on peut retrouver dans tous les courants, effectivement, plutôt cognitivo-comportementaux. Mais il y a plein de moments, effectivement, où j'ancre mon référentiel dans de la psychanalyse, parce qu'il y a des choses, effectivement, auxquelles j'adhère et qui trouvent sens, effectivement, aussi pour moi. Donc, la notion de demande est très, très importante en libéral. Et à mon sens, c'est ça ce qui fait aussi la richesse du libéral, parce que pour travailler en institution, je travaille en douleur, justement, en centre, effectivement, de traitement des maladies chroniques et de la douleur chronique. Et travailler dans la clinique de la douleur, c'est effectivement être, pour le coup, dans un adressage où les personnes viennent pour avoir moins mal ou pour gérer leur maladie chronique. Et ça, pour le coup, heureusement, je ne le fais qu'à mi-temps, parce que je ne me verrai pas faire ça toute la semaine. Et j'ai besoin aussi de personnes qui vont me dire, moi je suis dans le cadre d'une séparation douloureuse, moi j'ai une phobie, moi j'ai une addiction. Et c'est vraiment important de travailler aussi avec d'autres demandes pour venir se stimuler et ne pas être dans cet aspect où on peut retrouver un peu robot, où finalement il y a toujours la même demande, où on va proposer toujours les mêmes choses. Et ça, à mon sens, c'est vraiment un enlisement dans son fauteuil d'institution qui peut être inconfortable et où on risque de s'ennuyer ou de faire des burn-out, parce que c'est comme ça que tous ces mécanismes-là peuvent se créer également. Donc l'idée, c'est de ne pas s'emmurer dans une institution, et pourquoi pas d'aller voir ailleurs, dans d'autres institutions. C'est génial quand on fait, j'ai plein de collègues qui pour le coup travaillent 40% ici, 20% ailleurs, 20%, etc., ou qui font des interventions aussi en institution, parce que le libéral, encore une fois, c'est pas que accueillir dans un cabinet, ça peut être en ligne, ça peut être, moi j'ai fait du libéral en intervenant en EHPAD, il y a énormément de choses effectivement à faire, donc c'est une richesse de pratiques qui, à mon sens, devrait être offerte et donnée à tous les professionnels qui peuvent nous écouter. Oui, donc pour toi, c'est vraiment une vraie respiration, c'est vraiment une vraie bulle d'oxygène d'avoir cette pratique libérale dans l'exercice de ta profession, en fait. Et oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas basculé complètement vers un exercice en libéral ? Parce que pour toi, le libéral, ça ne regroupe pas uniquement les consultations, c'est aussi toute la partie supervision, peut-être analyse de la pratique, peut-être également formation. Et qu'est-ce qui fait que tu gardes ce noyau institutionnel dans le cœur de ta pratique et que tu ne bascules pas complètement dans l'exercice de la profession libérale ?
Alors, principalement parce que j'ai la chance, c'est dommage de dire la chance parce que ça devrait être un dû pour tout le monde, mais d'évoluer dans une équipe particulièrement bienveillante, où finalement les réflexions sont de très haute voltige, c'est-à-dire que c'est vraiment, la place du psychologue est clairement comprise, entendue, on réfléchit ensemble sur les difficultés, donc il y a vraiment ce côté réunion et échange pluridisciplinaire, et puis aussi le côté des fois informel, moi voilà, me dire qu'il y a une équipe avec laquelle je peux aller boire un verre le soir après le travail, déjeuner le midi sur le temps de pause, rigoler de tout et de rien, parce que ça aussi, ça fait du bien. Et puis, il y a aussi cette notion de vouloir quand même faire partie d'une institution. Moi, je travaille dans un hôpital privé, c'est une fondation, et j'aime énormément ce terme de fondation, c'est-à-dire de créer, de construire un accompagnement. Il y a aussi cette notion de prise en charge, du coup, de l'accompagnement psychothérapeutique qu'on peut trouver en institution, alors qu'en libéral, ce n'est pas le cas. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas parce que je dis ça que je suis pour le projet de loi sur le remboursement. Bien au contraire, je le boycotte formellement et totalement à 100%. Je n'en veux pas en libéral. Mais en tout cas, il y a aussi quand même cette notion d'être dans ce domaine-là en institution. Et puis, mine de rien, de pouvoir travailler effectivement en équipe, c'est quelque chose qui me manquerait, je pense, à l'heure actuelle. Alors, je suis en institution à mi-temps. Je réfléchis à diminuer un petit peu ce temps-là parce que justement, en libéral, j'ai beaucoup de demandes. C'est ce que j'évoquais en off tout à l'heure avec toi sur le fait que je ne prends plus de nouveaux patients. Et puis, il y a également, encore une fois, une façon de voir les choses différemment en libéral, puisque je fais des vidéos également. Je suis présente sur les réseaux sociaux. J'écris des articles et tout ça fait partie, selon moi, de l'activité en libéral. Donc, encore une fois, ça ne résume pas du tout, je dirais, juste le fait d'accompagner quelqu'un en libéral, c'est pas que lui proposer des consultations. Moi, j'ai aussi à cœur de transmettre énormément de choses, des choses que j'aurais aimé trouver pendant mes études et aussi quand j'étais jeune diplômée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, cette notion de transmission. Moi, je n'hésite pas à reconnaître mes erreurs et à dire ce que j'aurais pu faire différemment, à donner certes des conseils sans grande prétention, puisqu'encore une fois, c'est plutôt sous forme de récit de vie. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Alors, faites attention effectivement à vous de ne pas retomber dans les mêmes pièges que moi, même si c'est des pièges qui ont été particulièrement formateurs et que des fois, les obstacles nous font plus grandir qu'un parcours extrêmement linéaire. Mais l'idée, c'est avant tout de pouvoir aussi me développer dans une activité libérale, autre que des consultations. J'apprécie énormément faire aussi des formations. Donc, c'est énormément de missions, de rôles du métier de psychologue, psychothérapeute qui me tiennent énormément à cœur et j'ai très, très envie de pouvoir les développer. Oui, c'est quelque chose que tu pratiques déjà, puisque j'ai vu que de toute façon, tu faisais aussi des formations, tu animes des conférences. Dernièrement, j'ai vu aussi que tu travaillais en partenariat avec une collègue, Marion Télisson, qui est aussi présente sur les réseaux sociaux avec son projet de la WeSchool. Exactement, oui. En fait, moi, j'ai vraiment eu à cœur au début de ma pratique d'être présente sur les réseaux sociaux, au tout début pour aller chercher des informations et ensuite, et de toute façon complètement complémentaire, venir aussi échanger avec les collègues. Et j'ai été agréablement surprise au tout début, alors je parle de ça il y a 4-5 ans maintenant, de découvrir que les psychologues, en fait, étaient présents sur les réseaux sociaux. Ils étaient un peu cachés, on n'osait pas trop dire « coucou, on est là », mais mine de rien, il y avait quand même des superbes personnes qui étaient présentes. Alors, évidemment, être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi s'exposer. Je pense que c'est important qu'on puisse en reparler tout à l'heure dans le fil effectivement de la discussion. Mais j'ai eu l'occasion de matcher finalement avec des super personnes. Marion en fait partie, puis il y a également d'autres personnalités un peu plus publiques sur les réseaux sociaux qui sont absolument exceptionnelles. Et je trouve qu'au lieu d'y voir de la concurrence, parce qu'au début je me suis dit mince, il y a des gens qui font comme moi des vidéos pour parler des études de psychologie. Oh là là, il y a telle personne qui a fait le même poste. Oh lui, il fait la même pratique que moi. Voilà. Et en fait, pas du tout, puisque chaque personne est unique. Donc, l'individu qui vient chercher un thérapeute, il va plutôt vous choisir pour ce que vous êtes et pas parce que vous faites comme les autres, bien au contraire. Et ça peut être complètement complémentaire. Et moi, j'ai vraiment à cœur de me stimuler aussi en faisant partie de projets qui sont des fois très éphémères, des fois en montant des projets qui ne se font pas, mais c'est complètement OK. Et j'ai vraiment très, très envie, moi aussi, que les psychologues puissent prendre un peu la lumière parce qu'on a tendance à se cacher. Encore une fois, je ne sais pas trop d'où ça vient. Le psy, ça doit être effectivement caché dans l'ombre de son cabinet, un peu froid dans une ruelle parisienne. Mais en fait, non, les psychologues, ils ont le droit de parler à la télé, les psychologues, ils ont le droit de faire des podcasts, on a le droit de dire quand ça va pas, on a le droit de pousser des coups de gueule, on a le droit de se gourer,
et d'en finir un peu avec cette image très lisse du thérapeute qui doit être parfait. Moi, il y a plein de moments, quand je suis en fin de journée, ça m'arrive de dire vulgairement de la merde aux personnes que j'accompagne, et je leur dis, écoutez, j'ai pas l'impression d'être très pertinente. Alors souvent, ils rigolent en me disant, si, au contraire, ça trouve vachement sens à moi. Et puis, il y a des moments, je dis, écoutez, je me suis plantée, ça arrive, on avait fait ensemble une hypothèse et une supposition, c'était pas ce qui était OK, mais c'est pas un échec pour autant, au contraire, ça nous permet de trouver justement peut-être effectivement un autre chemin par lequel passer. Et encore une fois, moi, j'en ai marre d'entendre qu'un psychologue, ça ne doit pas faire ça, qu'un psychologue, ça doit être politiquement correct. Non, parce qu'en fait, ce qui fait, je trouve, la richesse et toute la beauté du thérapeute, c'est qu'on est avant tout humain. Donc, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas être d'accord. Et je trouve ça très important de pouvoir le dire et faire passer effectivement le message. Alors, moi, je le fais majoritairement passer par les réseaux sociaux. Après, je me suis volontairement exclue de certains réseaux sociaux, notamment comme Twitter, parce que par le passé, avant tout, en tant qu'étudiante, collégienne, lycéenne, j'avais eu des mauvaises expériences sur ce réseau-là, donc j'ai voulu m'épargner là-dessus. Mais il y a des moments aussi où, très clairement, ce que l'on dit, ce que l'on fait, n'est pas bien compris ou est même carrément jugé. Et là, je le déplore parce que c'est souvent entre professionnels et notamment entre psys qu'on se juge énormément. Il y a des guéguerres de chapelle, il y a des fois de la jalousie, du jugement un peu mal placé qui prend clairement le devant de la scène, et je trouve ça malheureux parce que ça devrait être même pas présent ou alors très très en coulisses de cette scène-là, et ce qui devrait être mis en lumière, c'est la prise d'initiative, l'envie d'entreprendre, des projets qui sont menés à bien et qui ont uniquement pour but de transmettre, d'accompagner et d'être aussi dans la prévention. C'est aussi ce que je peux un peu déplorer malheureusement. Il y a toujours un revers de la médaille à être présente sur les réseaux. Et du coup, parmi ces psys ou ces thérapeutes que tu as découverts toi-même sur les réseaux sociaux quand tu t'es lancé, de la même manière que moi je t'ai découvert quand je me suis lancé, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont plu, certains auxquels tu aimerais rendre hommage ou que tu aimerais citer ici ? Oui, alors il y en a beaucoup, donc je vais effectivement faire une petite dédicace à mes amis présents sur les réseaux sociaux. Il y a Psycho & Co, donc Julie qui tient un blog aussi incroyable et qui a d'ailleurs qui m'a largement, je dirais, soutenue au début de ma chaîne YouTube, puisqu'elle était plutôt par l'écrit à soutenir les étudiants et moi j'étais plutôt par le côté vidéo en tout cas. Donc elle a vraiment c'est déjà une professionnelle extrêmement bien formée en psychiatrie et ça on en trouve peu malheureusement. Et puis c'est quelqu'un de fortement sympathique. Il y a évidemment Catherine la psy, je ne sais même pas si ça sert de la présenter, qui est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Du coup, il y a également aussi, même si on n'a pas à la présenter également, Audrey la psy qui parle, qui m'a largement, je dirais, influencée dans le bon sens du terme et inspirée pour mes vidéos YouTube. Alors, on n'est pas du tout dans la même lignée, puisqu'elle est beaucoup dans la vulgarisation et qui tourne autour de la psychologie, mais elle est extrêmement inspirante dans tous ses projets. Et puis, c'est un petit peu passé aux oubliettes parce que j'y suis un petit peu moins présente, mais j'ai un blog commun avec des collègues absolument incroyables qui s'appelle Psychogitatio. Et toutes les personnes qui font partie de ce blog sont des psychologues au-delà d'extrêmement bien formés, des personnes particulièrement agréables, et on se complète énormément puisqu'il y a une psychologue du travail, une docteure en psychanalyse et puis quelqu'un qui est beaucoup plus formé à toutes les thérapeutiques ICV, donc intégration du cycle de la vie, EMDR, EFT. Donc on se complémente largement et c'est des personnes de confiance qui me font beaucoup de bien. Et du coup, j'imagine que le moment où potentiellement ça a commencé à prendre vraiment, c'est le moment où sont arrivés aussi les premiers commentaires négatifs, parce que c'est en général comme ça que ça marche. Comment est-ce que toi, tu t'y es prise pour pouvoir relativiser, pour pouvoir gérer ça dans ta vie ? Alors, je ne sais pas s'il existe une bonne méthode ou une bonne façon de faire. Voilà, la mienne, c'est d'en avoir strictement rien à faire et de me dire que des personnes ont malheureusement beaucoup de temps à perdre et elles ne valent pas mon attention. Alors, quand je dis ça, souvent les gens disent « Oh, bon, c'est un peu quand même un peu cavalier », mais c'est exactement ça. Je n'ai pas d'énergie à donner aux personnes qui critiquent. Alors, évidemment, quand c'est des critiques constructives, alors là, moi, j'aime beaucoup. Ça permet de se remettre en question, de progresser, d'améliorer. Au début de mes vidéos, je filmais avec mon téléphone portable sur un trépied AliExpress à 2 € avec pas de micro. On m'a gentiment fait comprendre que écouter une vidéo de 45 minutes sur ma vie, mon œuvre, avec un micro qui est pas top, et voilà, fallait peut-être investir un peu. Donc j'ai écouté ça et du coup, ça m'a permis de m'améliorer et d'avoir du coup, je dirais des choses qui fonctionnent. Après, il y a aussi d'autres points qui peuvent être délicats, comme notamment, je dirais, le fait de ne pas répondre à la commande de vidéo, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai ça comme problème, je veux telle vidéo ou je veux telle publication ».
Bah non, en fait, je publie sur ce qui me plaît, sur ce qui me stimule et sur ce qui m'intéresse. Je note l'idée, évidemment, mais je ne suis pas youtubeuse beauté où on va passer en commande pour une review d'un nouveau rouge à lèvres. C'est pas ça l'idée. On est vraiment dans un partage d'expérience avant tout. Après, il y a des critiques qui sont des insultes. Par exemple, sur les vidéos YouTube, on a pu critiquer le physique, notamment. Ça, c'est toujours ce qu'on peut retrouver, des gens qui vont dire t'es moche, pourquoi t'es effectivement en vidéo, de quoi tu parles, t'as pas de légitimité, ou des choses comme ça. Alors c'est souvent des gens qui sont immatures, mais on peut avoir des grandes surprises avec des critiques de personnes qui sont soit publiquement connues, donc là on se dit mince, dis donc, soit pour le coup des gens alors qui viennent plutôt en message privé, dire des critiques, des jugements, tu m'as copié, tu n'aurais pas dû faire ci, pourquoi tu as fait ça. Voilà, donc moi je ne perds même plus mon temps, je supprime dès que je vois c'est très pratique maintenant sur les réseaux sociaux, on voit le début des messages. Donc quand je vois que le début du message j'ai pas ok, hop c'est bon, il ne s'est rien passé, j'inspire, j'expire, c'est passé, c'est oublié. Et puis par contre voilà, quand il y a une vague sur des choses qu'on a pu dire ou faire, moi j'avais par exemple fait une publication sur la mastectomie, donc qui est l'ablation d'un sein dans le cadre d'un cancer du sein, et là ça avait été extrêmement mal perçu puisqu'en fait selon les commentaires j'avais réduit la femme au sein, c'est-à-dire que globalement j'avais dit que quand il y avait une mastectomie, ça amputait la femme d'énormément de choses. J'étais restée très vague, mais du coup j'avais eu une vague de commentaires de mais comment tu oses dire ça, on n'est pas qu'une paire de seins, etc. Mais j'ai jamais dit que la femme était qu'une paire de seins, c'est simplement que factuellement quand il y a une amputation d'une partie du corps, ça crée, on le sait, des troubles de l'image corporelle, des difficultés à avoir une intégrité physique, etc. Enfin, voilà, ce sont des choses presque factuelles finalement. Et ça avait été mal perçu, donc là pour le coup, mea culpa, j'avais fait un autre post en réexpliquant, j'avais modifié le post initial, etc. Donc on retombe sur ses pieds. Et puis ce que j'ai surtout appris, c'est que un commentaire négatif, ça peut nous tourner dans la tête pendant des heures, pendant des jours, pendant même des semaines. Ça m'est arrivé des fois de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Sauf que la personne qui l'envoie, elle l'envoie et 2 secondes après, elle se dit tiens, qu'est-ce que je mange ce soir, ou tiens, il y a un autre commentaire négatif à déposer ailleurs. Et donc encore une fois, l'attention portée sur vous à un moment donné, finalement, ça va être un one-shot de quelques secondes, alors que vous allez ruminer énormément. Alors, malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça prend souvent des proportions énormes parce que c'est partagé, parce que c'est commenté, parce que les gens les voient pendant très longtemps, etc. Mais mine de rien, encore une fois, une personne qui va voir ça dans son fil d'actu, moi, mon Dieu, même s'il y a des fois dans mon fil d'actu des trucs que j'aime pas, je scrolle et c'est passé. Voilà, moi je pars du principe que je commente jamais méchamment et que je fais juste se désabonner, comme ça c'est réglé, ça me convient plus. Mais il y a des gens qui prennent un malin plaisir à commenter tout ça. Après, ça représente 0,1% de toute la communauté et encore une fois 0,0111% de toute ma pratique en libéral et de toute ma vie et de toute ma pratique de psy. C'est un grain de sable dans mon existence, mais le grain de sable, ça peut gêner dans une chaussure. Donc voilà, c'est important quand même, à mon sens, de prévenir les gens que être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi être OK avec le fait de s'exposer aux critiques et parfois à des propos totalement injustifiés. Voilà, c'est délicat pour certaines personnes. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette sensibilité qu'on peut avoir et notamment la gestion émotionnelle. Voilà, parce qu'encore une fois, les psychologues ont des émotions et on est, à mon sens, largement malmenés à ce niveau-là. Oui, je pense que tu as raison de le repréciser. Peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Et je voudrais venir sur un autre sujet, c'est-à-dire que en publiant sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, tu as développé plein de compétences annexes en fait, parce que même d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait de la prise de son, de la prise de vidéo, du montage. Est-ce que tu as appris tout ça en autodidacte ou est-ce que tu t'es fait aider parce que finalement, même le métier dans le libéral, ça demande quand même d'être assez diversifié dans ses compétences. Ah oui, complètement. Alors j'aime souvent dire qu'un psychologue, surtout en libéral, il est comptable, il est secrétaire, il est certes psychologue, mais aussi quand on s'aventure sur les réseaux sociaux, on peut être effectivement des fois ingénieur du son, monteur, enfin voilà, il y a énormément de choses à paramétrer. Alors avant tout, c'est certes des formations en tant qu'autodidacte, c'est par, je dirais, vraiment le côté expérience que tout ça s'est développé. Au début, je montais mes vidéos sur mon téléphone portable, allongé dans mon canapé, avec juste mes écouteurs, et puis après, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même moyen de faire différemment. C'est
vraiment, encore une fois, le côté de curiosité et envie de se développer personnellement en termes de compétences professionnelles. C'est vraiment ça qui guide. Et puis, de toute façon, je ne me force jamais. C'est ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Là, ça fait maintenant, je crois, quelques mois que je n'ai pas publié. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'en avais un peu marre, j'avais moins d'inspiration, j'ai déménagé, j'ai eu des trucs perso, des jolis événements qui vont arriver. Donc, naturellement, on est aussi, on va dire que le curseur se met ailleurs. Et c'est complètement OK, d'où le fait de ne pas se mettre la pression. Au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais comme objectif de faire 2 vidéos par semaine. Et en fait, j'ai duré cette cadence-là pendant 3-4 mois, jusqu'à me dire, finalement, une tous les dimanches. Et puis après, je me suis dit, non, ça va être une tous les 15 jours. Et puis, le moment où je me suis dit, mais en fait, tu publies quand tu veux. J'étais restée sur le dimanche parce que c'est là où je sais que les gens ont peut-être plus le temps de regarder, etc. Mais globalement, je pouvais tourner mes vidéos quand je voulais, sur les sujets que je voulais, sans me mettre la pression. Et en plus, encore une fois, les gens ne se désabonnaient pas pour autant. Et au contraire, les gens, ça crée une sorte d'engagement plutôt que de se dire, il y a toujours une vidéo de Danae dans mon fil d'actu, j'en ai marre de celle-là. Et t'es plus, cool, ça fait longtemps qu'elle a pas publié. Voilà, YouTube me met en avant parce que quand on publie moins, il y a aussi ce créateur de contenu a enfin publié une vidéo, venez la voir, etc. Enfin, il y a vraiment, je dirais, une compréhension aussi des réseaux sociaux qui peut être très inspirant pour aussi se stimuler. Et puis après, en termes purement, je dirais, de compétences, si à un moment donné, ça prend vraiment, mais qu'on n'a pas envie de s'y mettre, on peut complètement déléguer. Hein. Enfin, moi, j'ai plein de collègues qui ne font pas le montage des vidéos, il y en a plein qui ne font pas leur compta, il y en a plein... Voilà, moi j'ai tendance à avoir une petite problématique de contrôle, ce qui fait que j'ai tendance à pas trop vouloir déléguer, à bien aimer garder sous ma coupe pas mal de choses. Mais il y a énormément de choses, par exemple tout ce qui va être relecture de contenu, voilà, moi il y a mon conjoint qui m'aide, tout ce qui va être effectivement monter des vidéos. J'ai des amis qui font ça très bien, donc je leur dis allez hop, je te paye un petit resto quand tu viens sur Paris, en échange tu vas mettre des jolies petites animations et une jolie petite intro, et c'est complètement OK en fait. C'est vraiment savoir par le bouche à oreille et des connaissances et des personnes en qui on a confiance, surtout c'est très important, pouvoir aussi déléguer tout ça. Donc là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, chacun fait comme il le peut et comme il le veut. C'est vraiment, vraiment nécessaire de rester là-dessus. Et ma méthode n'est ni la bonne ni la mauvaise, c'est la mienne. Et ça ne correspond peut-être pas à beaucoup de monde, mais l'idée, c'est d'être vraiment dans ce côté. J'aménage, je teste, je m'organise. Et moi, ma méthode il y a 3 ans n'est absolument pas la même de maintenant, et je pense que dans 3 ans, ce ne sera pas la même non plus. Et voilà, et je me mets là-dessus. C'est très important de lâcher prise, même sur l'image qu'on renvoie. Hein, quand on fait des vidéos, sur les complexes, ça fait un sacré travail, hein, parce que au début, je n'aimais pas ma voix, ensuite, j'aimais pas, je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai un grand nez, et puis mon menton, et puis je suis pas bien habillée, mon canapé, il est fripé, il faudrait que je pense à mettre un joli fond, comme toutes ces youtubeuses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis en fait, les gens m'ont dit, mais Danae, on s'en moque un peu, nous on veut juste avoir ton retour d'expérience. Donc que tu sois habillée en blanc, en noir ou en fuchsia, on s'en moque. Que t'aimes pas ta voix, ça tombe bien, nous on l'aime. Donc voilà, il y avait vraiment cette notion de, on passe à autre chose, quoi, et on s'accroche pas sur l'aspect négatif et plutôt essayer de se valoriser. Donc ça demande effectivement de prendre son temps et surtout d'être indulgent vraiment avec soi-même. Oui, c'est, je pense, un excellent conseil d'être capable d'auto-empathie. Et maintenant qu'on a fait un peu toute cette rétrospective, Danae, est-ce qu'on peut se tourner vers le futur? Est-ce que tu voudrais nous dire quels sont les projets que tu pourrais avoir, les choses qui te tiennent à cœur, que ce soit à court terme comme à long terme? Alors, mon très très gros projet actuel, c'est justement tourner vers les podcasts, puisque j'ai été approchée par Deezer, du coup, pour rédiger des podcasts. Et donc, l'idée, c'est avant tout de pouvoir continuer de développer, je dirais, des médias pour effectivement travailler sur, à nouveau, je dirais, la transmission. Là, cette fois-ci, plutôt dans le domaine de la vulgarisation, parce que c'est vraiment un pan et un domaine dans lequel je ne me suis que peu, je dirais, investie, et c'est quelque chose qui me parle maintenant que je me sens légitime. Il faut bien quand même que je puisse un peu vulgariser la psycho. Avant, je parlais que des études et de la pratique du psy. Maintenant, je peux entreprendre de nouvelles choses. Après, sur le très très long terme, moi j'ai tendance, de par ce que j'ai très très brièvement évoqué, je suis atteinte d'une maladie qui m'a contrainte à certains moments à ne pas me projeter trop dans le futur. Donc c'est vrai que je vois un petit peu sur le plutôt court terme, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des rêves professionnels comme tout le monde. Moi j'aimerais évidemment créer, pourquoi pas, des écoles alternatives, parce que comme je l'ai dit, et ça s'est peut-être entendu, j'ai une petite dent contre le système éducatif actuel qui a tendance à un petit peu trop formater les gens, et dès qu'on sort du cadre, c'est un peu délicat. Donc voilà, pourquoi pas ce type de projet. Après, j'ai aussi beaucoup de projets personnels qui sont vraiment tournés vers les voyages. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai été
comme beaucoup, extrêmement frustrée des 2 années qui viennent de s'écouler, où on n'a pas pu voyager comme on le pouvait. Et puis pour le coup, j'ai un mariage qui se prépare, donc ça aussi, pour ceux qui se marient, c'est délicat parce que pour le coup, il y a énormément de choses à organiser et comme on l'a évoqué, voilà, en étant bien obsessionnel, on veut tout maîtriser, sauf qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout, et donc c'est un peu questionnant. Donc voilà, plein de belles choses personnelles et professionnelles qui jalonnent mon parcours, et en tout cas, j'ai vraiment à cœur de continuer de m'impliquer et de pouvoir proposer des choses qui plaisent et qui trouvent écho à une certaine demande également, et surtout qui peuvent me permettre de continuer d'être dans cette lignée des psychologues dynamiques qui ont envie de dépoussiérer tous les stéréotypes autour du métier de psychologue et des études de psychologie. Oui, bien, c'est déjà mission accomplie, tu y arrives admirablement bien et j'espère que tu vas continuer comme ça pendant longtemps. Et pour terminer, il y a une question que j'avais posée lors du tout premier podcast et je l'ai reposée une deuxième fois et puis finalement ça finit par devenir une question un peu récurrente à la fin de thérapeute. Donc cette question, en fait, elle est liée à un film d'enfance pour moi, qui est le film Retour vers le futur de Spielberg, dans lequel il y a justement cette notion de voyage temporel. Eh bien, si toi, Danae, tu pouvais monter dans la DeLorean du doc Emmett Brown et pouvoir aller visiter un moment du temps, dans le passé ou dans le futur, est-ce qu'il y aurait un endroit où tu aimerais aller ? Alors, comme je l'ai évoqué, j'aimerais bien être archéologue. Donc, pour le coup, j'aimerais bien aller, je dirais, voir ce qui a bien pu se passer, certes pour la construction des pyramides, mais aussi, est-ce que c'est bien une météorite qui a fait que les dinosaures ont disparu ? Ça serait ma grande question. Donc, j'aimerais bien retourner au moment où il y a eu tous ces cataclysmes. On a compris qu'il y avait eu finalement une réaction en chaîne de plein de choses, mais qu'est-ce qui a fait que j'aimerais bien arriver à ce climax-là, d'essayer de comprendre, parce que quand je ne comprends pas, ça a dû se sentir, j'aime pas trop. Donc comme je suis curieuse, j'aimerais bien essayer de voir ça. Et puis comment se sont construits effectivement les pyramides, parce que bon, je suis une grande adepte de ça, il y a quelques explications, mais j'ai cru comprendre que c'était encore un peu mystérieux. Donc ça, c'est quelque chose qui titille ma curiosité. Et puis pour le coup, j'aimerais bien aussi, de façon un peu plus égoïste et centrée, remonter un peu dans ma lignée familiale et voir notamment comment travailler, comment évoluer mes ancêtres, on va dire, il y a quelques centaines d'années. Ça m'aiderait, je pense, à démêler aussi une compréhension de ma personnalité sur certains points. Donc toujours une curiosité liée justement au transgénérationnel qui pourrait être intéressant d'aller creuser. Un grand merci à Danae d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à aller découvrir son travail. Je vous mettrai des liens vers sa chaîne YouTube, son site internet et son compte Instagram en description. J'ai vraiment passé un excellent moment en sa compagnie et je commence à réfléchir à des podcasts à thème ou bien dans lesquels on regrouperait plusieurs invités autour du micro. Donc il est possible que ça ne soit que sa première participation d'une longue série. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.